Attaque meurtrière à Komanda, la société civile de l'Ituri est en colère contre cette nouvelle barbarie des rebelles ADF qui a coûté la vie à 43 civils. Elle déplore l'inaction de la coalition UPDF-FARDC, pourtant présente dans ce coin. Recrudescence de choléra à Kinshasa, Brazzaville prend ses mesures contre l'épidémie et envisage d'isoler le beach Ngobila. Le ministre congolais de la Santé a fait état devant le président Denis Sassou Nguesso des cas des diarrhées enregistrés dans quelques départements sanitaires de Brazzaville. Déluge et inondations dans le nord de la Chine, 30 personnes sont mortes et 80 000 ont été évacuées à Pékin en raison des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale chinoise. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Face à l'attaque meurtrière de Komanda, la société civile de l'Ituri est montée au créneau pour dénoncer cette énième barbarie des terroristes ougandais. Elle déplore cependant l'inaction de la coalition UPDF-FARDC pourtant présente dans ce coin. On écoute Dieudonné Lossa, président de la société civile de l'Ituri. Ça peut jouer négativement sur le vote à nos autorités, donc de nos autorités. Donc il est temps que les autorités prennent des dispositions pour que cela ne se reproduise plus. C'est justement ce que nous disons que c'est quelque chose qui devait être évité. La population a alerté, mais déjà dans la zone, il se trouve la force mutualisée UPDF FARDC. Dans la zone se trouve la MONUSCO. On ne pouvait pas aujourd'hui assister à ce genre de choses. Mais comme c'est arrivé, nous demandons à ce que cela ne se reproduise plus jamais. Si ça se reproduisait, ça aura des impacts sur l'électorat de 2028. Et après cette série de massacres tragiques visant la population civile en Ituri, des accusations ont émergé concernant le soutien présumé des miliciens par certaines notabilités locales dans cette région minière. Face à ces accusations, le député national Njabou Ngabo Floribert a fermement rejeté les conclusions du rapport de l'ONU du 3 juillet dernier, notamment celles relatives à l'exploitation illégale dans la chefferie des Banyalikola. Ce rejet soulève des questions sur la véracité des allégations et sur la situation sécuritaire dans la région déjà fragilisée par des violences répétées. Je crois que nous allons souhaiter que le président puisse aller de l'avant, qu'il puisse serrer la ceinture parce que ça n'a jamais été facile de gérer les pays comme le Congo et surtout avec une insécurité qui est devenue permanente à l'est de notre pays. Et lorsqu'il doit vivre chaque jour les affres de la guerre, comme le dernier cas, des massacres de commandes, où on a tué des gens qui allaient prier, des personnes inoffensives à arrêter de prier, et tous ces affres-là, je ne sais même pas comment il arrive à dormir parce que lorsqu'il assiste, lorsqu'il regarde la population souffrir, ça lui traverse l'esprit. Vous l'avez probablement suivi dans les différents médias que le dernier rapport d'experts de l'ONU du 3 juillet 2025 a pointé certaines personnalités à tort ou à raison d'être impliquées dans les exploitations minières mécanisées qu'ils ont qualifiées d'illégales dans la chefferie de Banyalikola. Et la dite implication se fonde sur un audio authentifié de 2 députés provinciaux qui y mentionnent les noms de certains collègues et de votre modeste serviteur, l'honorable Floribert Njabou Ngabo. Je tiens donc par la présente à rejeter avec la plus grande fermeté ces allégations infondées qui ne reposent sur aucun élément vérifié ni sur des faits établis. Ça suffit. Le premier contact avec les miliciens. Le deuxième, toujours sur ordre du chef de l'État, c'était en 2021. Il nous a maintenant envoyé pour aussi discuter avec les miliciens, cette fois avec tous les miliciens, pour pouvoir déposer les armes et revenir à la raison pour faire la paix.
Rappelons que l'horreur était grande le week-end dernier. Des terroristes ADF récidivistes ont perpétré un massacre qui fera date dans les mémoires des Congolais. Près de 43 personnes décapitées dans une église en pleine veille des prières par les rebelles des ADF. Un nouveau massacre qui a alimenté des vives réactions dans l'opinion. 48 heures après la terrible nuit des terreurs à Komanda, les responsabilités se rejettent de part et d'autre. Les élus demandent une meilleure protection de la population par les FARDC, alors que ces dernières accusent à leur tour la population de ne pas leur faciliter la tâche en coopérant avec les terroristes au lieu de les dénoncer. Le massacre s'étant déroulé dans un établissement de l'église catholique, la paroisse Bienheureuse à Noirit. Le pape Léon XIV a appris la nouvelle avec consternation et profonde affliction. Dans un communiqué signé par Monseigneur Fulgence Mouteba, la Senco est autant triste, rappelant qu'il est surprenant qu'après tant d'années des gravissimes tueries, les autorités compétentes en matière de sécurité ne parviennent toujours pas à identifier réellement les assaillants. Aucune explication plausible à même de rassurer la population n'a été donnée jusque-là. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a pourtant réagi sur Twitter au communiqué de l'armée condamnant une attaque effroyable sur des populations innocentes, présentant les condoléances, s'étendant aux côtés des autorités provinciales dans la gestion de ce drame inacceptable. Des mots visiblement pas assez convaincants pour les ténors de l'opposition, à l'image de Moïse Katumbi qui a dénoncé, un peu comme l'Église catholique plus tôt, un régime qui a montré ses limites, abandonnant le pays à son triste sort, alors que le sang ne cesse de couler malgré l'état de siège en vigueur dans cette province précisément. Depuis plus de 5 ans, les FARDC collaborent avec l'armée ougandaise, l'UPDF, dans le cadre de l'opération Souja pour mettre hors d'état de nuire les terroristes ADF qui opèrent de manière barbare et sauvage dans la région depuis plusieurs années. Je le disais, alors que la République démocratique du Congo fait face à une résurgence inquiétante du choléra, notamment dans certaines zones de Kinshasa, les autorités de la République du Congo voisine prennent des mesures de précaution. Parmi les options envisagées figure l'isolement, voire la fermeture temporaire du beach Ngobila, principal point de transit fluvial entre les deux capitales les plus proches du monde, Kinshasa et Brazzaville. Donc, cette décision viserait à limiter les risques de propagation du choléra sur la rive brazzavilloise où les autorités sanitaires redoublent des vigilances, des contrôles renforcés, des campagnes de sensibilisation ainsi qu'une surveillance stricte des voyageurs en provenance de Kinshasa sont en cours d'étude. Selon les autorités congolaises de Brazzaville, il s'agit d'une mesure préventive et non d'un acte de stigmatisation. Pour l'instant, aucun cas n'a été officiellement signalé à Brazzaville, mais la situation reste sous haute surveillance. Les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables réclament l'amélioration de leurs conditions de vie. Ils ont échangé avec la ministre des Tutelles, Irène Esambo. Ceci intervient après la signature de l'arrêté officialisant la mise sous statut de plus de 2000 cadres et agents du ministère du PVH. La situation de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables mérite un suivi particulier. Cette catégorie des personnes vivant à Kinshasa ont, en présentiel et par visioconférence, échangé avec la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap, Irène Esambo, sur leur admission dans l'administration publique. Patronne du secteur, Irène Esambo a remercié le chef de l'État, porteur de cette vision, avant d'inviter tous les PVH et les APV au travail. Vous avez demandé, vous avez fait des plaidoyers pour qu'on vous donne de la place, on vous fasse de la place. Maintenant, vous avez la place. Travaillez comme voyez. Donc, je vous appelle vraiment à beaucoup d'efforts, à vous sacrifier. C'est un sacrifice. Tel que nous sommes là, loin d'être un sujet seulement de joie, mais c'est un sacrifice, c'est une responsabilité. Et chacun doit en être conscient. L'occasion faisant le larron, Irène Esambo a expliqué les différentes étapes pour l'installation de cette administration. Il faut qu'en retour, nous puissions vous aider à donner ce meilleur de vous-même, c'est-à-dire à travailler dans des conditions qui vous permettent réellement d'être en activité. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en contact avec les différents secteurs
qui peuvent nous aider à avoir des bureaux. Des échanges, le représentant du BCNUDH qui a insisté sur la convention relative aux droits des personnes handicapées. Il y a une convention relative aux droits des personnes vivant avec handicap. La base, c'est cette convention-là qui est à l'origine de notre combat pour la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec handicap. Surnommée femme des fers, Irène Issambo s'est dit déterminée à mener ce combat jusqu'à ce que les conditions de vie de cette catégorie de personnes soient améliorées. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est descendue à Kisangani pour s'imprégner des conditions sociales des déplacés internes venus des Nord et Sud Kivu. Après évaluation des catastrophes, la ministre prévoit l'érection des sites d'hébergement des déplacés. Dimanche 27 juillet 2025, toute la ville de Kisangani, dans la province de Tshopo, est mobilisée. Une sensibilisation tous azimuts depuis le matin, préparant l'arrivée de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, appelée affectueusement par les Tchopolais, la mère de plusieurs. Direction aéroport de Bamboka, où plusieurs cadres militants de son parti politique FIDEC et le membre de la fondation Calix Mounana, représentant des déplacés internes, se sont tous massés vers l'aéroport pour souhaiter bienvenue à Nathalie Aziza Mounana et exprimer leurs attentes. Tunakia kumpokea mama Aziz Mounana, ministre des Affaires humanitaires, juu ya kuassiste ba victimes de guerre, binye banatoka Goma, bingine biko hapa Kisangani, tuko hapa mingi sana. Assistance ya chef de l'État Gisha Mutuma hapa Kisangani, tunafurahi sana. C'est très tard dans la nuit que l'avion transportant la ministre Nathalie Aziza Mounana va atterrir à l'aéroport de Kisangani. Je suis là pour animer la vision du président Félix Tshisekedi, a insisté la patronne du social et de l'humanitaire au bas de l'avion. Je viens assister les personnes d'abord déplacées pour qu'ils puissent voir que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne les a pas oubliés et leur dire aussi que nous avons un président social, un président humanitaire, un président compatissant, un président qui est à côté de sa population et un président qui a sa main sous son cœur et qu'aujourd'hui nous sommes en train de retrouver la paix grâce à sa diplomatie et que le Congo reste uni et indivisible. Je suis là pour animer la vision du chef de l'État sous le leadership de Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement, une femme formidable. Comme dans ses habitudes, Nathalie Aziza Mounana a communié avec la foule qui l'attendait depuis le matin. Elle a tenu à la remercier pour la patience de toute la journée avant de se rendre à son lieu de résidence. Dans sa diplomatie humanitaire, Nathalie Aziza Mounana a obtenu l'assistance humanitaire des Émirats Arabes Unis en faveur des déplacés des guerres localisés à Kisangani. Elle va profiter de son séjour dans la province de Tshopo pour procéder à l'évaluation approfondie de la situation humanitaire des déplacés internes. Étudier aussi avec les autorités locales comment ériger un site pilote d'hébergement temporaire en faveur des déplacés internes. Cap sur les élections de 2028, feuille de route 2025-2029 de la CENI, appropriation par les missions d'observation électorale citoyenne. C'est sous ce thème que la commission épiscopale justice et paix de la CENCO a ouvert ce mardi un atelier de renforcement des capacités à l'intention des missions d'observation électorale. L'activité se déroule au centre Vénus dans la commune de Lantsele, ici à Kinshasa, et réunit plusieurs organisations de la société civile engagés dans l'observation du processus électoral en RDC. Cet atelier vise à permettre aux organisations de la société civile de mieux comprendre, analyser et s'approprier le contenu de la feuille de route publiée par la CENI en avril dernier. Pour Cyril Ebotoko, secrétaire exécutif des Justice et Paix Congo, il est important que les citoyens soient suffisamment préparés pour éviter les tensions et irrégularités observées lors de processus électoraux précédents. Les travaux prévoient plusieurs axes: lecture critique de la feuille de route, échange sur les enjeux des élections de 2028, sécurité média, cadre juridique, analyse des risques et propositions de mesures concrètes. Les renforcer en capacité, c'est voir dans quelle mesure ils peuvent améliorer aussi leur travail, ce qu'ils font pour qu'ils donnent les bons résultats
mais surtout qu'ils accompagnent ce processus en toute objectivité afin de permettre à la population de jouir de bonnes élections dans ces pays. La CENI a pris part à l'atelier. Son vice-président, Didi Manara, a salué l'initiative qu'il considère comme un cadre de dialogue constructif avec la société civile. Comme vous le savez, lorsqu'on planifie une grande activité comme organiser les élections dans un pays continent qui est la RDC, ce n'est pas une tâche facile. Voilà pourquoi nous saluons l'organisation de cette activité qui a son importance. Et comme vous l'avez dit, nous pensons vraiment que nous allons réellement réfléchir sur la feuille de route. La CEJP prévoit de partager un rapport final à la clôture prévue le 31 juillet. Y participent des organisations ayant déjà déployé des missions d'observation depuis 2006 ainsi que des représentants politiques et institutionnels liés aux thématiques abordées. Jacques Yaboula, gouverneur du Haut-Katanga, est arrivé ce lundi à Kinshasa. Celui-ci était attendu depuis près de 2 semaines par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Et pendant la période de son indisponibilité justifiée par ses proches à cause de la maladie, Jacquemain Chavani avait désigné son adjoint pour assurer l'intérim. C'est au centre des passations basé à l'Institut technique de Mutoshi que le vice-gouverneur du Lualaba a lancé officiellement les épreuves ordinaires de l'examen d'État, édition 2024-2025. Clément Mafunji Chinat Karl a invité les finalistes à plus de concentration afin de garder toujours haut l'étendard de la province sur les plans éducationnels. 22 670 élèves finalistes du secondaire à travers la province du Lualaba ont pris part ce lundi 28 juillet 2025 aux épreuves ordinaires de l'examen d'État édition 2024-2025 dont le coup d'envoi a officiellement été donné par le vice-gouverneur Clément Mufunji Chinat Karl au centre de passation basé à l'Institut technique de Mutoshi en présence des superviseurs nationaux, de la ministre provinciale en charge de l'éducation, le ministre de l'Intérieur, les membres du cabinet du gouverneur ainsi que les autorités tant éducationnelles, militaires et civiles. Le vice-gouverneur Clément Mufunji Chinat Karl a encouragé les récipiendaires à travailler d'arrache-pied, surtout dans la discipline, afin d'obtenir des bons résultats, mais aussi pour bénéficier de la bourse Excellencia de la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. Je vous invite donc tous, chers élèves, à donner le meilleur de vous-mêmes, à persévérer dans l'effort et à croire à vos capacités. Que ces concours soient pour vous les tremplins vers un avenir brillant, porteur de réussite, de progrès et de contribution au développement de notre chère province et de notre pays. Le directeur éducationnel du Lualaba, Bonaventure Mukubu, a remercié la gouverneure Masuka Saini pour la prise en charge des frais de participation de tous les finalistes, ce qui témoigne de sa détermination à promouvoir l'élite lualabaise. Nous remercions sincèrement le gouvernement central qui a disponibilisé à temps les mardis thèmes, mais également le gouvernement provincial du Lualaba, dirigé des mains des maîtres par son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, gouverneur de province, pour les efforts qu'elle ne cesse de fournir, de prendre les frais de participation à l'examen d'État de tous les candidats à cette session. Les superviseurs nationaux venus de Kinshasa ont salué l'autorité provinciale pour sa volonté manifeste en construisant des écoles modernes pour la formation adéquate des enfants du Lualaba, comme le recommande le président Félix Tshisekedi. Après l'ouverture de la malle contenant les items, le numéro 2 de l'exécutif provincial et sa délégation ont procédé à la distribution avant de visiter quelques centres de Kolwezi pour se rassurer de l'effectivité de ces épreuves. Le peuple autochtone Umbu de Kinshasa sollicite auprès du chef de l'État leur place dans la gestion de la chose publique. À travers une déclaration, ils ont exprimé leur désirata et comptent sur la bonne gouvernance du chef de l'État pour une suite favorable. Dans cette déclaration, le peuple Umbu note que depuis l'accession au pouvoir
par des voies démocratiques du président de la République. Jusqu'à ce jour, le premier occupant de la ville-province de Kinshasa n'est pas pris en compte dans la gestion de la chose publique de ce pays. Car ce peuple n'a aucun ministre, aucun mandataire, aucun ambassadeur et même aucun ministre provincial dans sa propre province, la ville de Kinshasa. Ce peuple note également qu'une seule femme Téké de Kwamount dans la province de Maïndombe, qui représente le peuple Téké de la RDC dans son intégralité, a été nommée vice-ministre des Finances depuis le premier mandat du chef de l'État jusqu'à ce jour. Le peuple Umbu, autochtone de Kinshasa, à travers le RAC, sollicite auprès de l'autorité suprême du pays, Félix Tshisekedi, sa participation dans la gestion de la chose publique. Pour ces derniers, justice sera faite et cela mettra fin à la marginalisation dont il fait objet. Comme du peuple Umbu qui compte sur la magnanimité et l'engagement du président de la République à respecter et à faire respecter la Constitution, le RAC reste convaincu que ses préoccupations et desiderata seront pris en compte et qu'une suite adéquate sera réservée au peuple Umbu autochtone de Kinshasa. Pour la représentation du peuple Umbu, Sylvestre Lumingu Kimpe, prince coutumier de la province de Kinshasa et candidat gouverneur non élu de la ville-province de Kinshasa. À l'international, Donald Trump donne 10 à 12 jours à Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit en Ukraine. À l'occasion d'une rencontre en Écosse avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, hier lundi, le président américain a haussé le ton contre son homologue russe, faute de quoi il va envisager des sanctions économiques. Le président américain Donald Trump a accru la pression sur la Russie pour trouver un accord de cessez-le-feu en Ukraine. Je suis déçu par le président Poutine, a-t-il déclaré lors de sa visite en Écosse auprès du Premier ministre Keir Starmer. Donald Trump avait menacé d'imposer dans 50 jours des droits de douane très sévères à l'encontre de la Russie si Washington et Moscou ne parvenaient pas à un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Une échéance qu'il a donc revue à Vladimir Poutine. Il a fixé une nouvelle date, limite d'environ 10 ou 12 jours, en déclarant qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a aucune raison d'attendre. Nous ne voyons aucun progrès réalisé, a déploré les républicains. Le président américain dit envisager des sanctions secondaires, c'est-à-dire touchant les pays qui achètent des produits russes, par exemple des hydrocarbures, afin d'assécher les revenus de Moscou. Auparavant, il avait déjà menacé de frapper des 100% sur les taxes indirectes les pays achetant des produits russes. En cas d'application de telles sanctions, les exportations des pétroles russes pourraient être directement touchées. Les pluies diluviennes qui frappent le nord de la Chine ont fait plus de 30 morts, provoqué des glissements de terrain meurtriers et entraîné l'évacuation des 80 000 personnes, ont annoncé mardi des médias d'État. L'Agence météorologique nationale a émis son deuxième plus haut niveau d'alerte aux précipitations pour la capitale Pékin. Les pluies diluviennes qui frappent cette semaine le nord de la Chine ont fait au moins 30 morts et entraîné plus de 80 000 évacuations à Pékin, selon les autorités chinoises. Véhicules emportés par les eaux, lignes électriques détruites, routes fermées, la Chine vit un cauchemar sans précédent ces derniers temps. Pékin ne s'est pas encore tiré d'affaire puisque l'agence météorologique chinoise a émis mardi son deuxième plus haut niveau d'alerte aux précipitations pour la capitale chinoise. Dans les districts de Miyun, le plus sévèrement touché dans le nord de Pékin, un habitant a déclaré avoir vu les eaux emporter des véhicules devant son immeuble. Le président chinois Xi Jinping a exhorté les autorités à accélérer la mise à l'abri des habitants des zones risquant d'être inondées. Le gouvernement a déjà débloqué 350 millions de yens, soit 42 millions d'euros, à destination des opérations de secours dans 9 régions touchées par les intenses précipitations. Les catastrophes naturelles sont courantes en Chine, surtout durant l'été, quand certaines régions sont submergées par des pluies diluviennes, pendant que d'autres sont en proie à d'intenses canicules.
Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Attaque meurtrière à Komanda, la société civile de l'Ituri est en colère contre cette nouvelle barbarie des rebelles ADF qui a coûté la vie à 43 civils. Elle déplore l'inaction de la coalition UPDF, FARDC pourtant présente dans ce coin. Recrudescence de choléra à Kinshasa, Brazzaville prend ses mesures contre l'épidémie et envisage d'isoler le beach Ngobila. Le ministre congolais de la Santé a fait état devant le président Denis Sassou Nguesso des cas de diarrhée enregistrés dans quelques départements sanitaires de Brazzaville. Déluge et inondations dans le nord de la Chine, 30 personnes sont mortes et 80 000 ont été évacuées à Pékin en raison des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale chinoise. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et la lecture transversale des journaux parus ce mardi, c'est avec vous, Nathan Diamouete Higuaine. Bonjour et bienvenue. Bonjour Nathalie Okomposo, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Deux sujets pour votre revue de presse. On commence avec le massacre à Komanda, des condamnations fuites de partout, mais quelles propositions concrètes pour mettre fin à ces atrocités? Tout à fait, Nathalie Yoko, des tueries causées par des terroristes ADF suscitent encore des condamnations à travers le monde suite justement à ce massacre de plus de 40 civils à Komanda, nous informe ici Nouveaumédia.cd. Le commandant du secteur opérationnel des l'Ituri, le général-major Bruno Mandevou, cité dans ses colonnes, a lancé un appel urgent à la population de Komanda. Il a exhorté hier les habitants à cesser toute collaboration avec l'ennemi, soulignant que les ADF ne peuvent opérer sans complicités internes. Eh ben, ce massacre nous renseigne ici plutôt Trajectoire Mag relance les débats sur l'efficacité de l'opération UPDF FARDC Chouja censé sécuriser l'Ituri depuis 2021 malgré des efforts militaires. Les ADF continuent de frapper. Ce portail précise également que la population dénonce l'inaction et les évêques de leur côté appellent à une enquête sérieuse et à la mise en œuvre du pacte social pour la paix, tout en précisant que l'attaque a provoqué un exode massif vers Bunia et Kisangani. Les déplacés souvent sans abri ni vivre survivent dans des conditions inhumaines. C'est ce que nous précise justement ce portail de Trajectoire Mag. Les autorités locales et les acteurs humanitaires lancent un appel pressant à l'intervention du gouvernement, de la communauté internationale. Pendant ce temps, Nathalie Yoko, Opinion Info, fait savoir que le gouvernement central a souligné que des dispositions humanitaires et sécuritaires ont été prises pour venir en aide aux rescapés et renforcer la présence de forces de la défense de la zone. Dans la foulée, nous observons également de fermes condamnations à l'instar du Saint-Père, le pape Léon XIV, qui selon le portail de Congo Profond est profondément attristé par cette nouvelle tragédie qui endeuille l'Église et la population congolaise. Il assure les familles des victimes, la communauté chrétienne et tout le peuple de la RDC de sa prière et de sa proximité spirituelle. Et pour finir, RDC, dans quelques heures, nous connaîtrons les nouveaux visages du prochain gouvernement. En quelque sorte, Nathalie Yoko, nous avançons petit à petit, mais sûrement vers la mise en place du nouveau gouvernement. Mais la plus grande question que se pose dans l'opinion, vers un gouvernement Souminois 2. On commence tout d'abord par cette image, Nathalie Yoko. Palais de la Nation, Abemus Gouvernementum. Cette image vous dit en quelque sorte quelque chose. Ah, ça me dit beaucoup de choses. Hein. Est-ce que vous aussi vous attendez à une fumée blanche bientôt? Ah ben bien sûr, on attend ces gouvernements d'union nationale. Eh bien, Tropique Info, ici, nous fait une de révélation à travers justement ce titre, la capture suivante, si nous pouvons rapidement la prendre. Eh bien, RDC, un remaniement imminent. Félix Tshisekedi prépare le gouvernement Souminois 2. Il note que la scène politique congolaise s'apprête à vivre
un tournant inédit. Dans les 10 prochains jours, le président Félix Tshisekedi dévoilera le gouvernement souminois D. Il souligne que selon de sources proches de la présidence, environ 75% des membres du gouvernement actuel seront reconduits, seront remplacés. Les futurs exécutifs annoncés comme plus resserrés devraient intégrer de nouveaux visages. Entre-temps, le journal Le Potentiel dénonce l'inaction du gouvernement souminois et précise dans ses pages intérieures que plus d'une année après son investiture par l'Assemblée nationale, le gouvernement souminois, en qui les Congolaises et Congolais avaient placé leur espoir, semble briller par un immobilisme étonnant au regard de ses missions, de ses objectifs et qui ne rencontre pas les attentes de la population congolaise. Un point de vue d'ailleurs renchéri également par le média en ligne Wise.cd qui titre « Remaniement du gouvernement comme Jésus dans Apocalypse, l'heure de la rétribution des Fachi a sonné pour rendre à chacun selon son œuvre ». Entre parenthèses, Bible. Voilà. D'après ce quotidien, Nathalie Yoko, la crédibilité c'est marchande entre médias et ministres et qui souvent peinent à exhiber leur bilan durant le temps passé à la tête des institutions du pays. Il recourt à la campagne médiatique. Est-ce que cela sauvera-t-il le moins côté où la complaisance et récompense politique devraient primer? Ah voilà, comme vous parlez de ces sorties médiatiques, et je vois comme Jésus dans l'Apocalypse, comme dans la Bible, il faut avoir la foi avec œuvre. C'est trop tard, je pense, pour venir défiler, défendre quelque chose ou bien votre passage si vous n'avez rien fait. Et surtout ceux-là aussi qui pensent, ils sont sûrs de leur prouesse. Pourquoi est-ce qu'ils vont médiatiser les actions en ce monde? Leurs œuvres devraient parler à leur place. Tout à fait. Merci Nathan pour C'est moi que je vous remercie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.